Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous, salut à toutes. Petit débrief hebdomadaire de la semaine politique, semaine très mouvementée, notamment du fait de ce qui s'est passé autour de Sofia Chikirou et de la France Insoumise. On va en parler, on va aussi parler des décisions européennes qui ont été prises en matière de migration et de cette ouverture possible, probable, envisagée par le président de la République. Il a annoncé mercredi, il a dit vouloir ouvrir à d'autres sujets les possibilités de référendum dans le cadre de la Ve République. Mais d'abord, donc, l'affaire Chikirou, peut-être, Catherine, tu veux y aller ? Oui, non, mais bon, on peut pas dire que ce soit une affaire extrêmement nouvelle, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas eu, à proprement parler, de révélation cette semaine. Mais il y a eu hier soir donc un complément d'enquête projeté par France 2 qui a provoqué dans tous les journaux qui en ont les moyens des enquêtes parallèles pour essayer de se positionner dans la concurrence médiatique. Et il y a eu un très long article du Monde notamment, très fouillé, qui a dû prendre un peu de temps à mon avis, sur différents aspects des sujets qui sont abordés dans Questions d'enquête, dans Complément d'enquête, pardon, et qui font débat au sein de la France Insoumise. Alors, pour les résumer très rapidement, il y a un premier aspect, un premier volant qui porte sur les questions financières. Est-ce que Sofia Chikirou a tiré un bénéfice personnel de sa fonction de directrice de la communication de l'AFI et de directrice de Mediascope, qui était l'entreprise dont elle était l'unique actionnaire et qui avait le marché de la communication de la France Insoumise, notamment pour les élections de 2017 et 2022, ça change de nom, ça s'appelle l'International, mais c'est toujours un peu le même montage. Donc elle est communicante et exécutante, donc elle facture évidemment, donc il y a un premier débat sur le montant des factures, sur facturation ou pas. Puis et double facturation. Et il y a un deuxième débat, qui est un débat aussi de conflit d'intérêts, puis un deuxième débat sur est-ce que elle a fait travailler les gens pour à peu près le SMIC, pour ceux qui étaient payés, et beaucoup par militantisme, et tandis qu'elle-même se serait versé des salaires confortables. Donc les gens, voilà, il y a une espèce de débat sur ce point-là qui est en fait dans les mains de la justice. Moi, je pense qu'on peut en parler, mais c'est peut-être pas le sujet le plus intéressant enfin le plus intéressant. Si c'est intéressant, mais ça, on va pas savoir qu'on va pas rentrer dans ce débat, voilà. Comme dirait l'autre, elle est présumée innocente. Oui, il y a ça, et puis on n'a pas les éléments, à mon avis, pour rentrer dans cette discussion. Ensuite, il y a un deuxième aspect dans la discussion qui est la place de Sofia Chikirou dans le système, l'espace France Insoumise, une place qui est éminente et qu'elle utilise de façon le mot moi qui me vient, c'est toxique. C'est-à-dire que c'est une femme qui, d'après ces différents articles qui sont sortis et qui n'ont pas été contestés par personne, c'est quelqu'un qui est très vulgaire, assez violente, voilà, déterminée, dit-on, quand on est gentil, et en vérité, je veux dire, elle y va de façon violente pour obtenir ce qu'elle veut, quitte à faire régner un certain climat de terreur, voilà. Troisième élément qui fait partie du débat, c'est au fond comment la France Insoumise fonctionne et comment elle se positionne face à ce type de révélation. Alors encore une fois, je dis révélation avec des guillemets, parce qu'en vérité, il n'y a pas beaucoup de révélations. Tout ce que l'on nous dit, bon, à des détails près. Moi, je connaissais pas le tweet, je sais pas quoi, qui se le met dans le cul, c'est ta fiole de merde. Bon, c'était pas un tweet, c'était dans une conversation privée aux médias. Oui, dans une conversation. Enfin, voilà, ce message qu'elle a fait sur une liste où elle traite les salariés du média de ta fiole de merde. Ouf, c'est quand même assez. Désolé, je pense pas. C'est pas les salariés. Elle parle d'autres gens, mais bon, c'est dans le cadre professionnel. C'est pas les salariés. C'est pas les journalistes.
c'est d'autres gens en fait qui sont à l'extérieur du média. Peu importe, on s'en Ah fout. bon, d'accord. Mais Moi, je savais ta chef de merde. Par contre, elle est aussi dans ces mêmes listes internes entre salariés du média. Elle est aussi très agressive vis-à-vis des salariés oui, du média, vis-à-vis de ses salariés. très violente. On va l'envoyer à l'hôpital ou je sais pas quoi. Enfin, des mots Bon. pas possibles quoi. Voilà, donc elle a un management qui est extrêmement dur. Bon, elle n'est pas la seule hein, en France à avoir ce type de management. Évidemment, ça pose un léger problème à la France insoumise dans la mesure où il y a un écart entre les valeurs qui sont proclamées par la France insoumise et les pratiques. Et j'allais dire, c'est pas tout à fait la première fois que la France insoumise se trouve confrontée à cette question. Le management toxique, le féminisme, mais le soutien apporté à Adrien Quatennens, orchestré, organisé par Sophia Chikirou. On revoit l'image, moi, qui m'avait extrêmement choquée quand Adrien Quatennens revient à l'Assemblée nationale. Elle est celle qui se lève pour donner le signal aux insoumis qu'il faut encourager Adrien Quatennens, alors qu'à ce moment-là, il est encore suspendu du groupe. Donc il y a quand même cet écart féminisme et puis quelqu'un qui est à ce moment-là encore sous le coup de sa peine de 4 mois avec sursis et contrairement aux décisions du groupe. Enfin il y a le troisième point qui est l'écart entre la démocratie proclamée, on veut la révolution citoyenne, on est contre la 5e République et on prône une 6e République, et le fait qu'il n'y a pas de lieu de discussion. Ça on en a parler presque toutes les semaines, on pose cette question qu'il y a un problème de ne pas avoir de lieu de débat et de discussion, et c'est revendiqué et théorisé par Jean-Luc Mélenchon, et que donc de ce fait, on se retrouve dans une situation absolument hallucinante où Sophia Chikirou, il y a tout ça qui est mis en scène, rassemblé, et que personne ne dit rien. Celle qui se fait défoncer, c'est Pascal Martin qui ose dire... Et Daniel Simonet. Plus tard, Daniel Simonet, toutes les deux qui osent dire, les deux députés qui osent dire, il faudrait peut-être quand même qu'on donne des explications aux militants. On a droit à des explications. Voilà. Et pour donc ça, elles se font torpiller. Voilà. Donc là, il y a quand même une question qui dépasse en fait la seule question Sophia Chikirou en fait. Que Sophia Chikirou soit une femme violente, toxique dans ses rapports humains et tout ça, c'est pas la première fois. On apprend dans l'article du Monde, je crois qu'il y a déjà 10 collaborateurs parlementaires en un an qui ont tourné, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement dur de travailler avec elle, tellement violent. Que les gens restent pas. Mais ça, c'est une question qui pose problème d'écart des pratiques et des valeurs proclamées. Mais il y a une deuxième question qui, moi, me semble, en tout cas celle qui me préoccupe le plus, c'est la question collective de comment se fait-il que ce type de pratique soit connu de tous, parce que tout le monde le sait, et accepté finalement, qui ne dit mot consent, enfin en tout cas, ils n'ont pas trouvé la solution pour y mettre un terme et pour que ça s'arrête et pour que ça revienne. Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. Tout ce que fait Sophia Chikirou est validé. Voilà, donc vas-y. Mais donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a un problème de culture politique au sein de la France insoumise, une culture politique qui est, comment on dit, proposé et encouragé en fait par aujourd'hui la direction. Alors tu dis qui ne dit mot consent, c'est vrai. Moi j'ai une pensée en fait pour tous les militants et toutes les militantes de la France insoumise qui ont grandi maintenant depuis plusieurs années, qui se sont construits autour de ce mouvement et qui... Moi, je me dis, mais ils doivent penser en fait que c'est normal, en fait, que c'est comme ça qu'on fait en politique, que en gros, lorsque on a une divergence, lorsqu'on a un conflit au sein même d'un même groupe politique, d'un même mouvement politique, la façon de résoudre ce conflit, c'est d'écraser le voisin, c'est de lui envoyer des insultes au visage, que c'est par le rapport de force ultra violent qu'on se fait respecter, et tout ça, je le pense très dommageable à la fois à la France insoumise en tant que mouvement, mais plus globalement à ce que ça crée en fait dans l'espace politique, d'avoir tout un endroit. Et d'ailleurs,
nous on en fait parfois les frais, tout un endroit où c'est cette violence en fait qui est mise en avant. Donc je pense pas que les choses soient gravées dans le marbre à la France insoumise. Enfin, plutôt que cette façon violente d'envisager les rapports de force en politique, ça soit de toute éternité. Je pense que, enfin, j'ose espérer qu'ils ont les forces à l'intérieur pour dire bon bah non, en fait, au bout d'un moment, on va refuser en fait cet état de fait qui est aujourd'hui impulsé, d'ailleurs plus qu'imposé à mon sens par la direction, et on va changer le braquet, et on doit proposer d'autres modes de régulation, on va dire sociale et politique à l'intérieur d'un même groupe. Après, enfin, moi j'y vois aussi les raisons pour lesquelles la NUPES ça n'a pas marché. Parce que on en parle après? On en parle après. Ouais, si parce tu veux. que je voulais juste rajouter une chose à ce propos, c'est que pourquoi les gens se taisent? Parce que c'est quand même tous les deux, ça fait quelques jours qu'on se dit mais c'est pas possible quoi. Je pense qu'il y a quand même à s'interroger sur le sujet profondément. D'abord, je pense qu'il y a une question de terreur et de peur. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu vois comment ont été accueillies les demandes simples et en plus très précautionneuses, si ces faits sont avérés, alors que tout le monde sait que ces faits sont réels, en tout cas pour la partie du comportement de Sofia, ça on le sait tous, donc pourquoi dire si ces faits sont avérés? Donc il y a une espèce de précaution de langage pour dire on a droit à des explications, demander des explications, c'est interdit, c'est un tabou absolu. Donc je pense qu'il y a une question de peur. Puis après, il y a une question de groupe banal, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les groupes, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que tu as toujours les mecs qui passent un peu en dessous des radars, qui espèrent être les protégés des chefs pour eux-mêmes avoir des brébants, des reconnaissances, etc. Puis le troisième élément, qui moi me paraît être le plus massif, et c'est celui que tu dis et qui est le plus préoccupant, c'est l'articulation qu'il y a entre une attitude politique et un projet politique. C'est-à-dire que on installe comme idée que la France insoumise représente un combat minoritaire face au capitalisme et que ça va être très très dur et que donc il faut des gens très armés, comme elle dit Chikirou, je ne baisserai jamais les yeux, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'excuser, qu'il faut être dans un rapport de force permanent et que c'est consubstantiel au combat révolutionnaire citoyen, puisque c'est comme ça qu'ils disent, que c'est consubstantiel à ça. Et que ça va jusqu'à, par exemple, de façon très très pratique, comme tu viens de le dire, une menace permanente sur les journalistes. C'est infernal, quoi, de voir comment la FI mobilise ses réseaux, etc., pour intimider, harceler les journalistes quand ils disent quelque chose sur la FI. Enfin, c'est pas possible. Et la conséquence de ça, on va le voir lundi, il y a je crois que c'est Le Monde qui sort son tableau de la France qui est remis à jour tous les ans et donc qui permet de voir les évolutions et qui fait que aujourd'hui la France insoumise apparaît aux Français comme le parti qui met en danger la démocratie. Enfin, je veux dire, c'est quand devant même le RN. Devant le RN, c'est quand même un bilan catastrophique. Je veux dire, comment c'est possible? Et aujourd'hui, Olivier Faure vient de faire une déclaration en disant Jean-Luc Mélenchon, en provoquant toujours la conflictualité, en conflictualisant tout, n'est pas le candidat qui peut gagner. Il peut aller au second tour, mais il ne peut pas gagner ensuite parce qu'il ne peut pas rassembler la majorité des Français. Et quand on veut faire une révolution citoyenne, c'est bien l'enjeu quand même de rassembler la majorité des Français. Et donc ça provoque une situation impossible politique pour la gauche, que Jean-Luc Mélenchon est un homme avec une histoire personnelle et des qualités personnelles exceptionnelles, mais qui du coup se trouve bloqué par une pensée de ce qu'est la pratique politique au quotidien, qui est absolument insupportable. Voilà. Et en plus, en fait, c'est vrai qu'on dit souvent, oui, Jean-Luc Mélenchon veut tout conflictualiser et que lui-même l'a théorisé. Hein, il a dit qu'il voulait tout conflictualiser.
Mais en fait, il y a conflictualiser et conflictualiser. C'est-à-dire que conflictualiser, c'est-à-dire dire sur tous les sujets, on va trouver des accroches conflictuelles, c'est une chose. Mais si tant est qu'on y apporte une proposition de résolution de ce conflit qui soit apaisé. En revanche, si tout conflictualiser, c'est conflictualiser en étant violent, en hurlant, en créant en fait un rapport de force de domination sur l'autre. En fait, c'est ça la proposition. En fait, faut pas dire conflictualiser, parce que moi j'aime bien le conflit. Je trouve ça plutôt sain, et même au sein d'un même groupe politique, je trouve sain qu'il y ait du conflit. En revanche, la question c'est... Ça peut pas être tout le temps, hein. Ça ne peut pas être que sur le mode du conflit. Hein. Mais en fait, ça dépend ce que ça veut dire le conflit. Si jamais à la fin tu trouves une façon... Là, des fois on n'est pas d'accord tous les deux, on n'est pas en conflit. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Comment tu l'appelles? Ça peut arriver le conflit, mais c'est pas le mode de relation permanent. Non, c'est peut-être pas un mode de relation permanent parce que précisément, il faut inventer des cadres pour que lorsqu'il y a conflit, genre il y ait une résolution pacifique et une résolution où en fait il y ait pas un gagnant et un perdant, pas un qui va dominer et l'autre qui va être assujetti. Parce que c'est ça la proposition aujourd'hui de la France Insoumise. Moi, c'est comme ça que j'entends la conflictualisation version France Insoumise et sûrement version Sophia Chikirou. C'est t'es pas d'accord, on va se battre et à la fin tu vas mettre un genou à terre et c'est moi qui vais avoir raison. Et ça, je serai sur le bord de la rivière et je regarderai passer ton cadavre. Voilà, exactement. Et donc, ça vaut aussi, à mon sens, pour les partenaires de la NUPES. Et c'est là que je voulais y venir. C'est-à-dire que c'est normal, considérant leurs histoires, considérant leurs sensibilités, considérant leurs projets pour la France, que les différentes sensibilités qui composent aujourd'hui la gauche, d'ailleurs pas que la NUPES, hein, je prends la gauche en général, en prenant les syndicats, etc., que tout le monde n'ait pas exactement les mêmes envies, les mêmes propositions sur les sujets, etc. La question, c'est comment est-ce que tu résous le truc? La proposition de la France Insoumise, c'est nous qu'on a raison, et donc on va mener le rapport de force, notamment dans les urnes, hein. Enfin, c'est une partie de la façon dont ils mènent le rapport de force, et une fois qu'on a fait 22% au présidentiel et que vous avez tous fait des scores minables, eh bien, vous avez qu'à mettre un genou à terre et nous prêter allégeance, et puis vous voyez bien que c'est nous qu'on a raison, et sur le nucléaire, et sur le machin, et sur le truc. Et ben en fait, c'est pas possible. Et en fait, ça, pour moi, c'est un mauvais mode de résolution. Et je passe les menaces, le chantage et la violence dans les rapports interpersonnels. Mais ça, c'est pas un bon mode de résolution. Même si c'est vrai qu'ils ont fait 22% à la présidentielle et que le Parti communiste a fait 1% et que Jean Hidalgo, le Parti socialiste a fait 1% et que les Verts, ils ont fait 4% ou je sais plus combien. Je suis désolé, mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait 4% qu'on doit les humilier, on doit dire les écologistes, ils font du jardinage. Non, ils ont fait 4%, mais la philosophie politique ou la dynamique politique dont ils sont aujourd'hui les représentants, elle n'en demeure pas moins valable. Voilà. Et donc, il faut les considérer en tant que tels et réussir à trouver un mode, encore une fois, de dialogue, moi je dis de résolution de conflit, qui soit apaisé. Et ça, et aujourd'hui, donc, si on en est là avec la NUPES, qui est quand même aujourd'hui au bord du précipice, hein, faut appeler un chat, plus personne n'a envie d'y participer, et comme l'expliquait Aurélie Trouvé, plus personne de toute façon vient aux réunions, qui étaient la seule chose, finalement, ces réunions hebdomadaires ou bi-hebdomadaires ou je sais pas quoi, qui les tenaient ensemble. Plus personne n'y vient, donc bon, ça n'existe presque plus. Si aujourd'hui on en est dans cet état-là, c'est que ce mode de faire de la politique, c'est pas le bon. Et peut-être que en changeant en fait cette façon de faire de la politique, alors oui, on pourra donner une chance à la NUPES. Alors oui, on pourra donner une chance à la gauche unie, politique, syndicale et associative. Mais tant que ce sera genre prêtez-moi allégeance, on n'y arrivera pas. Bon. Bon, on passe à autre chose. On va voir comment ça va évoluer. De toute façon, cette question, en fait, ça fait quand même un moment que tout le monde tourne autour, hein, et que là maintenant, la FI, elle est devant elle doit choisir, quoi. Exactement. Moi, je pense qu'elle est elle continue dans cette direction et vraiment politiquement ça va lui coûter à mon avis, hein.
même si Mélenchon est un tribun exceptionnel, ça ne fait pas tout dans la politique que d'avoir un tribun exceptionnel. Enfin, un homme politique exceptionnel, c'est pas simplement un tribun, c'est quelqu'un qui est un acteur exceptionnel. Deuxième sujet, en parlant de tribun exceptionnel, nous allons parler d'Emmanuel Macron. Non, on parle des migrants d'abord? Les migrants, d'accord. Ok, la question migratoire, peut-être vas-y sur les décisions européennes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, on voit qu'il y a eu une réunion très importante à Grenade et puis ensuite à Malte pour essayer d'accorder les violons des États européens sur la question migratoire. Et donc, on est devant la somme des décisions des États prises un par un et qu'on essaie d'en faire une politique commune qui est absolument effrayante. Ce qui est en train de se passer est effrayant. C'est-à-dire qu'en fait, alors soi-disant on met des règles de gestion collective et on offre 20 000 balles à ceux qui veulent pas prendre un migrant. Si tu as le droit de payer pour envoyer ton CO2 dans le ciel et tu peux payer 20 000 balles pour pas prendre ton migrant. On envisage d'avoir des patrouilles pour repousser les bateaux en mer, ce qui est absolument contraire aux règles internationales. On envisage de porter à 40 semaines la rétention, la rétention, enfin la mise en camp de ceux qui demandent l'asile aux portes de l'Europe. Enfin, je ne sais pas comment dire. Pour moi, j'ai l'impression, en ce moment, ceux qui connaissent verront de quoi je parle. Je pense à Stefan Zweig. J'ai l'impression d'un écroulement de l'Europe. Alors, un écroulement moral. Par son immoralité absolue, d'un écroulement politique, c'est-à-dire que là, vraiment, on est sous la pression de l'extrême droite et on cède à l'extrême droite. Et puis, j'ai l'impression d'un écroulement de l'Europe en tant qu'espace qui compte dans le monde, c'est-à-dire que j'ai l'impression que nos dirigeants ne se rendent pas compte, qu'ils se prennent des tartes après des tartes. Les pays du Sud sont en train de s'organiser sans nous. Ils sont en train de nous dire « allez vous faire foutre !» Et c'est déjà le cas Erdogan en Turquie, là, qui vient de faire une diatribe contre l'Europe. Le président tunisien, qui n'a pas du tout mes faveurs et qui est vraiment pas quelqu'un... Ni Erdogan d'ailleurs. Ni Erdogan non plus, évidemment, c'est même pas besoin de le préciser, mais vient de dire non mais nous on veut pas l'aumône, c'est-à-dire qu'en fait même ceux à qui on dit on va vous donner de l'argent pour que vous gériez pour nous les migrants en dehors de l'Europe commencent à dire non mais non quoi. Donc je pense que la descente, la déconsidération dans laquelle est en train de se mettre l'Europe aux yeux du reste du monde, c'est-à-dire nous on est des riches, nous on a de l'argent et on va se protéger de vos migrations, sachant que si on se souvient bien, c'est quand même que les migrations elles sont d'abord internes aux pays du Sud et qu'on a une toute petite partie et en plus cette petite partie c'est celle qui a des moyens matériels et intellectuels pour arriver à venir jusqu'à nous et que on est en train de leur vraiment de nous barricader, de leur dire allez vous faire foutre, le réchauffement climatique dont nous sommes responsables, nous vous laisserons dans la merde chez vous. Enfin, c'est hallucinant, enfin franchement. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte que le monde est en train de changer et que l'Europe va être marginalisée. Elle l'est déjà par plein d'aspects, mais là, elle a même plus d'ancrage avec le reste du monde. Elle est en train de se couper du reste du monde. Je suis désespérée, moi. Moi, je suis aussi assez désespéré et c'est intéressant que tu parles de l'Europe, enfin de l'Union européenne en l'espèce, parce que je vois bien en fait dans les discours, bon, si je sors vraiment les racistes et les xénophobes patentés, si je prends par exemple la Macronie, la façon dont ils ont de parler des migrations ou par exemple de ce qui s'est passé à Lampedusa, c'est en gros de le relier sans arrêt à la question européenne et en rejetant la patate chaude sur l'Europe. C'est-à-dire, oh bah, de toutes les façons, il faut une résolution européenne du problème des 8000 ou des je sais pas combien, 10 000 personnes qui sont arrivées à Lampedusa. Comme si on n'était pas capable, nous, la France, nous, toutes seules en France, en fait, d'accueillir 10 000 personnes. Ouais, comme si c'était vraiment genre pas possible, quoi. Et à chaque fois, je les entends maintenant, tous ces libéraux qui se croient bon teint là sur les plateaux télé et à la radio expliquer oui il faut une résolution, il faut une répartition européenne des migrants, etc. Là il y avait hier un reportage, enfin jeudi
jeudi un reportage sur BFM où ils étaient allés voir des gens dans les jardins des Halles dans le 19e arrondissement de Paris, et ils disaient bah là en gros il y a 200 personnes qui sont arrivées de Lampedusa en l'espace depuis la grosse arrivée d'il y a 15 jours, et donc ils sont les interviewés, etc. Et donc il y avait un député macroniste qui expliquait oui bah ça montre vraiment à quel point il faut une répartition européenne des migrants. Je dis, ah, j'en ai, on parle de 200 personnes. Non, mais en fait, de qui on se fout, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un refus total, absolument inhumain, comme tu l'as bien dit, de considérer, en fait, ce que c'est que la France, ce que c'est en matière d'espace. Parce que comme tu le rappelles souvent, la France est un des pays les moins densément peuplés d'Europe. Je rappelle sans arrêt, c'est dit à chaque fois dans les rapports annuels de la Fondation Jean Jaurès, que il y a des centaines de milliers en France de logements vacants. Hein, donc je pense qu'il pourrait être mis à profit justement pour ces 200 personnes ou 400 personnes qui sont dans les jardins d'Éole et qui n'ont pas de toit. Troisièmement, on reste la 7e puissance du monde avec dans le territoire, qui est un résident fiscal français, l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Donc ça va. Je pense que il y a du fric. Hein, il suffit juste d'aller le chercher là où il est. Donc on a toutes on a des capacités aussi à mon sens comment on dit démocratiques avec toutes ces collectivités territoriales en fait qui pourraient aussi participer de l'intégration de ces gens qui arrivent sur le territoire européen. Mais non. Mais non, c'est impossible. Il faut absolument penser à combien de personnes on va mettre en Estonie, en Suède, en Hongrie et en Espagne. Et si jamais, par malheur, la Slovaquie ne voulait pas de migrants, alors, patatras, on peut en accepter aucun. Là, maintenant, c'est 20 000. Voilà. Là, maintenant, on a chiffré la vie d'un migrant, c'est 20 000 balles. C'est 20 000 balles. Non, mais c'est quand même, on est arrivé à un niveau de pathétique, en fait, sur cette question. Comme tu dis, sous une énorme pression de l'extrême droite. Alors, les arguments qui sont sortis pour dire surtout, faut en accueillir aucun, c'est, ah, mais de toutes les façons, vous savez, l'opinion publique, on le voit dans les sondages, est contre l'accueil des migrants. Mais la faute à qui, en fait? Cette opinion publique, en fait... Comment on répond à ça? Non, mais comment on y répond? Mais alors, déjà, on peut voir genre quelles en sont les causes. Les causes, c'est bien évidemment les discours du gouvernement qui sont particulièrement martiaux. C'est Gérald Darmanin qui, le lendemain de l'arrivée de 7 000 migrants à Lampedusa, fait un 20h et dit nous n'en accueillerons aucun. Et après, il faut quand même 2 questions après qui disent oui, en fait, quand même, on accueillera les droits d'asile parce que on est un peu obligé au niveau des traités qu'on a signés, etc. Encore heureux, mon gars, hein, qu'on les accueille. Mais en fait, cette phrase, en fait, sortie, les gens se disent bon, c'est validé par le gouvernement. On a un gouvernement qui met une politique ouvertement xénophobe. On y va. Alors après, ils me sortent aussi, parce que sur les plateaux de télé, moi je suis face à l'extrême droite, ils me disent les mots d'Emmanuel Macron. L'extrême droite cite Emmanuel Macron. Ah ben mais tu comprends Pablo, on est dans une dynamique de décivilisation. C'est les mots d'Emmanuel Macron. Et pourquoi dans une dynamique de décivilisation? Mais parce que il y a beaucoup trop d'étrangers qui arrivent avec leur culture différente de la nôtre et qui sont en train de mettre en pagaille en fait notre système social, et globalement la culture française. Et tout ça, c'est des petites graines en fait qui ont été plantées par les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, amplifiés par des reportages, etc., par les chaînes mainstream. Et à la fin, oui, on a des gens qui sont terrifiés, ils ont jamais rencontré un migrant, mais allez au jardin des Halles. Moi, c'est en bas de chez moi en fait, et je les vois en fait les types et je vais leur parler. Il y en a qui parlent français, la plupart parlent anglais. Écoutez, c'est des gens, ils ont des parcours qui sont souvent très très compliqués. Ils ont des envies qui sont très puissantes d'intégration, des envies de travailler, des envies de construire une vie, une famille en Europe, parce que ils me racontent tous. Mais d'ailleurs, il suffit d'ouvrir l'UMA, Politis, tous les gens en fait qui parlent de cette question. Et vous voyez, ils disent nous, on vient d'un pays où il n'y a pas d'horizon. Parfois c'est la guerre. Parfois il y a la famine, parfois il y a machin. Oui, on est là. Et il s'avère que c'est un pays. La France a décidé de pas donner de droit d'asile
à certains pays, mais faut voir la situation dans leur pays. Pas parce que administrativement on leur donne pas un droit d'asile parce qu'on a considéré que là-bas ça allait plus tôt, il n'est pas légitime pour eux de vouloir venir en France ou en Occident. D'ailleurs, ils veulent pas venir en France parce qu'on est trop racistes. Donc on est quand même les plus racistes de tous et ça ils l'ont bien compris. Donc maintenant ils veulent aller en Allemagne ou au Royaume-Uni. Moi, je voulais rajouter un point aussi, c'était que l'autre argument qui maintenant se développe, c'est en fait, on ne peut pas les accueillir parce qu'il y a une crise de l'accueil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas intégrer. Il y a une crise de l'intégration. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter parce qu'on ne sait pas les intégrer. Tu vois, et ça me paraît être une grosse porte d'entrée. C'est-à-dire que ça évite de prendre la question de front, de dire non, on n'en veut pas. C'est pas parce qu'on est raciste, c'est pas parce que on est des égoïstes, c'est pas parce qu'on abdique de l'humanisme. Non, non, c'est parce qu'on peut pas, parce qu'il y a une crise de l'intégration. Non, stop, quoi. Je veux dire, faut regarder faut vraiment, ouais, encore une fois, moi, je pense à Stefan Zweig quand il parlait de l'Europe qui était au bord du gouffre en 39 et il s'est suicidé en 42, donc j'espère que je vais pas finir comme lui. Mais tu n'es pas Stefan Zweig. non, je ne suis pas. Je te laisse me confirmer. Mais voilà quoi. Là on est devant un enjeu alors pour le coup de civilisation. C'est là où on se décivilise si on continue d'accepter ça, quoi. De faire droit d'une manière ou d'une autre à tous les arguments de l'extrême droite. Et alors, la dernière bonne idée de notre cher président, qui est une idée que ça fait longtemps qu'il mûrit, c'est, il l'a annoncé mercredi pour le 65e anniversaire de la Ve République, enfin de la création de la Ve République, de l'écriture de la Constitution de la Ve République. Il a dit, voilà, le référendum qui était aujourd'hui circonscrit, enfin son périmètre, c'était uniquement une certaine liste de choses, c'était l'ordre juridictionnel, la Constitution, les traités internationaux et l'économico-social. L'économico-social, voilà. Eh bien, donc on pouvait faire un référendum sur la retraite, par exemple. Mais pas sur la peine de mort et pas sur les migrants. Exactement. Ce qui est un gros problème. Un gros problème, surtout. Donc il faut élargir le cadre du référendum pour permettre qu'on puisse faire tous les 6 mois. Il le dit pas explicitement. Il dit pas on va le faire. Non, il dit pas qu'on va faire ça. Mais quand il parle d'élargir le périmètre, de quoi est-il question ? Exactement. Il est question du périmètre qui est demandé depuis 6 mois par la droite, parce qu'avant c'était quand même pas sa revendication. C'était l'extrême droite avant. Avant ce n'était que l'extrême droite, maintenant c'est l'extrême droite et la droite qui revendiquent un référendum sur l'immigration. Et l'extrême droite qui ne cesse de revendiquer un référendum sur la peine de mort. Donc on pourrait essayer de voir si c'est une bonne idée, quoi, tu vois, dans le genre décivilisation, je pense qu'on peut y aller là. Bon, allez, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, j'en pense que la question du référendum, pour moi, il y a un conflit. Hop, je reviens à la question des conflits. Il y a un conflit, en fait, dans une démocratie. Il y a toujours un conflit entre la question de la démocratie directe, c'est-à-dire de faire voter directement les gens, peu importe le niveau, au niveau local, au niveau national, sur des sujets, donc la démocratie directe, d'un côté, et de l'autre côté, ce qui est pour moi tout aussi constitutif, c'est l'autre jambe de la démocratie, c'est les droits et les libertés fondamentales. Et que si on fait abstraction en fait des droits et des libertés fondamentales, c'est-à-dire en gros si on permet à une majorité de dire bon bah on est 62%, on a fait un référendum pour tuer les 38 autres pourcents, enfin pour les foutre dans des camps, etc. Alors nous ne sommes plus en démocratie. Et donc ça veut bien dire que il y a un rapport de force en fait, il y a un conflit en fait qu'il faut sans arrêt arbitrer. Je dis pas qu'il faut que il y ait des endroits où il n'y ait pas du tout de démocratie directe ou quoi, mais je dis juste il faut avoir bien ces deux piliers en fait de la démocratie. Et il y a d'autres piliers de la démocratie, comme par exemple l'organisation des pouvoirs séparés, ça. Tout ça est constitutif de la démocratie. On ne peut pas dire la démocratie, c'est juste faire voter tous les mois le peuple sur toutes les questions, tout le monde sur toutes les questions. Non, ça c'est pas de la démocratie. Ça c'est un pastiche de démocratie et ça ouvre souvent la voie à le pire en fait. Donc moi c'est avant. J'aimerais que les gens, lorsqu'ils réfléchissent à cette question, parce que je sais que c'est une question qui est souvent demandé. On se souvient les Gilets jaunes qui demandaient beaucoup le référendum d'initiative citoyenne. Citoyenne, exactement.
il faut faire attention. C'est-à-dire il y a quand même en fait des règles de droit, des règles des droits fondamentaux qu'il faut respecter quoi qu'il en coûte. Et car sinon, on sort de la démocratie. Alors moi, je pense que c'est un truc assez compliqué. Historiquement, la gauche est plutôt contre, plutôt très réservée sur les référendums. Pourquoi? Parce que la tradition française, l'histoire de la France, c'est que les référendums sont plébiscitaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là pour conforter le pouvoir en place. Et d'ailleurs, De Gaulle, quand il a été battu au référendum, il s'est retiré, etc. C'est-à-dire que tu dois, et les gens répondent à celui qui pose la question plus qu'à la question qui est posée. Donc il y a une pratique française du référendum qui est plébiscitaire et qui est problématique. Deuxième objection, moi je suis plutôt pas favorable à cette proposition. La deuxième raison, c'est que je considère que les sujets qui sont des sujets complexes, comme par exemple la question de l'immigration, qui pour moi c'est une grosse question, mais c'est une question qui, comme on vient d'en discuter, qui est insérée dans une vision politique. C'est-à-dire que ce dont il s'agit, c'est pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, mais ça a à voir avec une vision de la société. Donc, c'est le lieu du débat politique et pour moi, le moment où on débat de la vision de la société, c'est lors des élections législatives et présidentielles. Donc je ne vois pas de raison de sortir ces grands enjeux du débat politique et d'en faire une réponse simplifiée par oui ou par non, tandis qu'ils doivent être insérés dans quelle proposition globale on fait. La troisième chose que je veux dire, c'est qu'il y a une question qui est complexe, et d'ailleurs souvent, enfin le sondage qui a été fait par le Figaro qui sort ce matin le dit assez bien, c'est que les gens, ils veulent pouvoir donner leur avis, notamment sur les sujets qui n'ont pas été, qui interviennent de manière inattendue. La guerre en Ukraine, le coronavirus, etc. C'est-à-dire quand il y a une décision à prendre qui n'a pas été discutée au préalable, qui ne fait pas partie d'une proposition politique, etc. Donc il n'y a pas de légitimité politique à ça. Et que là, il y a une question, une demande de pouvoir intervenir, que le référendum puisse être activé à cette occasion. Et enfin, l'autre demande qui est parallèle à celle-là, à mon avis, c'est celle de ne pas être consulté simplement une fois tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 6 ans, etc. C'est-à-dire que c'est de pouvoir être actif. Donc je crois que la demande de réinventer une démocratie plus vivante, qui permet aux gens d'être plus aux prises avec les décisions, ça me paraît vraiment une question tout à fait juste, et il faut inventer des choses, et il y en a qui sont d'ores et déjà disponibles en expérimentation ou en pratique, donc c'est celle-là qu'il faut pousser, mais penser qu'on va répondre à cette demande légitime de participer, de donner son avis par des référendums à répétition qui en plus vont finir par soit extrémiser les positions, soit par déconsidérer le référendum avec personne qui participe au référendum, parce qu'on a des référendums sur tout et n'importe quoi en permanence, t'as plus personne qui participe, donc tu vois, il y a une question aussi. Donc je trouve que la réponse qui est proposée à la demande de participer, de citoyenneté plus active, elle n'est pas bonne, parce qu'elle ne répondra pas au sujet, et que par ailleurs, voilà, ce que je pense, c'est que il faut pas vider la politique et la réduire à un QCM oui/non sur des sujets complexes. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal aujourd'hui que sorte en fait cette question du référendum de façon aussi aiguë, parce que on est en train de traverser une crise institutionnelle, une crise de la représentation qui sont très graves et très profondes. Je veux dire, l'organisation des pouvoirs avec le Parlement qui est censé être l'organe législatif, qui ne marche plus du tout, tu vois, où on avance qu'à coup de 49-3, où il n'y a plus de majorité absolue, etc. Et derrière, une défiance qui est corrélée en tout cas à cette crise institutionnelle, une défiance énorme envers les politiques. Hein, je veux dire, devant les journalistes, les journalistes sont il y a encore plus de défiance, mais les politiques, ils sont pas très loin derrière, quoi. Les gens, ils sont complètement déconsidérés. On ne croit plus, en fait, dans la capacité d'un homme ou d'une femme politique, d'un député ou d'un ministre. On ne croit plus dans sa capacité à représenter le peuple français. Et donc, du coup, la solution, en fait, de facilité, au lieu de dire, on va reconstruire, en fait, cette représentativité
créativité de l'Assemblée nationale et du Sénat, et peut-être même du gouvernement, eh bien, on dit, bon, on va faire des référendums. C'est la solution de facilité, tu vois. C'est genre, bon, qu'à cela ne tienne, c'est un outil, hein, c'est comme presque un jeu, tu vois. C'est, tenez, allez-y, mangez, on va leur donner un peu à manger, et ça va ouvrir une soupape, et puis comme ça, peut-être qu'on va se retrouver, c'est la martingale, en fait. Tu as vu que le gouvernement vient de lancer une espèce d'appli Agora pour poser des questions au gouvernement, mais c'est délirant, quoi. C'est-à-dire faut voir le spot, hein. Ouais, non, oui. Non, mais le spot avec Olivier Véran, où il vient avec son micro poser des questions aux habitants, enfin aux gens, aux Français. Bon, c'est pathétique, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, devant une question qui est une question assez profonde de revivifier la démocratie, on crée une application, ou alors on réactualise un outil dont on peut pas dire qu'il ait été très probant jusqu'à présent. Non, mais j'imagine Montesquieu, Tocqueville et tout, tu vois, enfin, je sais pas, tous les gens qui ont pensé la démocratie, qui voient, genre, aujourd'hui, le ministre du Renouveau démocratique, parce que les porte-parole du gouvernement est ministre du Renouveau démocratique, Olivier Véran, je vois bien, genre, le voir à dire, ouais, on va revivifier avec une application qui s'appelle Agora, où les gens pourront poser n'importe quelle question. Non, mais pitié, et celle qui a... Celle qui a les faveurs actuellement, là, à ce jour, celle qui est en top des questions, c'est est-ce que le gouvernement va enfin prendre position sur les objets volants non identifiés sur les soucoupes volantes. Et donc là, ils sont en train de pousser, là, les mecs, les conspis. Les conspis, ils poussent à mort pour que le gouvernement prenne enfin position sur les soucoupes volantes. C'est vrai, c'est une vraie question. Écoute, on va terminer là-dessus. On va laisser cette question en suspens auquel nous garderons bien d'apporter une réponse. C'est ça. On attend la position officielle du gouvernement français. Bon, allez, à la semaine prochaine. Ouais, ciao.